avant de commencer, je voudrais me présenter parce que forcément, vous ne me connaissez pas. En tout cas, il y a peu de personnes qui me connaissent. Moi, je suis Obian, nom de scène sur YouTube. J'ai une chaîne dédiée à la science physique qui va atteindre normalement, si tout va bien aujourd'hui ou demain, les 15 000 abonnés. Et j'ai une chaîne qui parle de science physique générale, mais surtout basée sur le nucléaire. Et vu que c'est le cœur de ce que je fais sur ma chaîne YouTube, on trouvait intéressant de vous présenter ça, de vous présenter la fusion nucléaire, mais surtout de montrer que être un geek, c'est pas que la pop culture. Et moi, regardez mon t-shirt, vous voyez, moi aussi, la pop culture, c'est mon... Yeah. Moi aussi, j'aime la pop culture, moi aussi, j'aime les mangas, mais être un geek, c'est aussi être curieux et apprendre des choses. Et je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer de vous présenter des choses un peu, si ce n'est méconnues, en tout cas, pas vues dans la grande majorité des cas. Bien évidemment, je vais essayer de faire le plus simple possible, mais s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me couper, ou alors si vous ne voulez pas me couper, je vais essayer de prendre moins d'une heure pour garder des questions-réponses si vous avez des questions derrière. D'accord ? Je vais essayer de partir de la base, c'est-à-dire de l'atome. On va faire ensuite la fission, comment ça marche un réacteur à fission, et expliquer les limites de la fission nucléaire pour aller ensuite derrière à la fusion et comment ça marche et qu'est-ce qu'on va vouloir en faire plus tard. Donc normalement, si vous, niveau collège, lycée, suffit à comprendre ce que je vais dire dans cette conférence. Enfin, conférencier maintenant. La structure atomique. Donc là, vous comprenez bien que les atomes, c'est tout ce qui constitue la matière. Tout ce qu'il y a autour de vous est constitué d'atomes. De plein d'atomes différents, de plein d'atomes d'éléments différents, mais de plein d'atomes. Et donc, au centre de l'atome, on le voit ici, en jaune et en bleu au milieu, on a le noyau. Le noyau est composé de deux petits éléments. C'est pas des petites briques élémentaires, parce qu'il y a encore plus petits, mais nous, on va pas aller aussi loin. On a des protons qui sont chargés électriquement positivement, donc des particules plus, et en jaune, et en bleu, je veux dire, pardon, des neutrons. Des neutrons qui, eux, sont neutres, n'ont pas de charge électrique. D'accord ? C'est important de comprendre que là, donc, du coup, le noyau a une charge positive. Sauf qu'un atome, lui, doit être stable. Et donc, pour être stable électriquement, si on est chargé plus dans le noyau, il faut qu'on ait des particules chargées moins tout autour pour que on annule les charges électriques. On se retrouve avec des électrons. Donc les petites billes jaunes là qu'on voit orbiter autour du noyau, ce sont des électrons. Et donc ça, là, c'est un atome. C'est un atome, mais c'est un atome d'une sorte. Parce que des atomes, vous le savez certainement, il y en a de plein de sortes. Comment on sait de quel atome à quel atome on a affaire? Bon, je vous le donne tout de suite et vous comprendrez peut-être plus tard dans ce que je vais vous présenter. C'est le nombre de protons qui va définir de quel atome on a en notre présence. 1 proton, c'est l'hydrogène, 6 protons, c'est le carbone, etc., etc., etc. 2 protons, c'est l'hélium. Enfin bref, vous avez compris, c'est le nombre de protons qui définit l'élément qu'on a en notre présence. Et le truc très important, c'est que à l'intérieur de notre noyau, il y a énormément d'énergie. Et quand je vous dis énormément d'énergie, vous allez comprendre ce que je veux dire grâce à la diapo suivante. Parce qu'à l'intérieur du noyau, je vous ai dit, il y a des petites particules, des protons qui sont chargés plus avec des neutrons. Mais ils se maintiennent entre eux. C'est pas logique. Si vous prenez un sac de billes, si vous ouvrez le sac de billes, les billes, elles s'éparpillent, ils ne tiennent pas entre eux. C'est parce qu'il y a une force spécifique, il y a une interaction, on dit. L'interaction forte, c'est de l'énergie qui va maintenir les noyaux, n'importe quoi, qui va maintenir les protons et les neutrons collés entre eux. C'est une force extrêmement forte, c'est une des plus fortes de l'univers, mais surtout, c'est une force qui a une très courte portée. Donc, si on veut que cette force fasse son office, il faut rapprocher très fort les éléments pour créer un noyau.
Et vous allez voir que tout ce que je vous dis là, ça peut vous paraître abstrait, ça peut vous paraître ne servir à rien, et vous allez comprendre que tout ce que je vous dis là, c'est pour vous expliquer derrière comment on va réussir à faire des réacteurs nucléaires à fission ou à fusion. Donc la cohésion maintenue, ça je l'ai dit, et l'énergie, elle est bien sûr en équilibre. Équilibre permanent, mais colossal. Et qu'est-ce qui nous dit ça? Qu'est-ce qui nous dit notre BBR? Il nous dit E égale MC2. Quel est le lien avec ce que je viens de dire? Je vous dis, ah, ouais, vas-y. Dans le vide, oui, mais c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est que l'énergie, c'est égal à la masse multipliée par C qui est la vitesse de la lumière dans le vide au carré. La vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante. Environ 300 000 km/h, 300 000 km par seconde. C'est très très fort. D'accord? C'est très très vite. Et c'est au carré. Donc, juste ça, là, c'est un très 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 grand chiffre. D'accord? Et donc, je prends une petite masse de quelque chose qui fait 1 gramme, je vais le multiplier par le gros chiffre que je viens de vous dire, ça fait une énergie immense. Donc vous comprenez que la matière, c'est de l'énergie. En fait, quand on a une masse, c'est de l'énergie. Et vous allez voir pourquoi ça c'est important. Tout ça c'est un préambule pour arriver à ce qu'on va venir après. Puisque là, maintenant, on va commencer à parler de la fission nucléaire. C'est-à-dire comment, grâce à mon noyau, je vais pouvoir libérer de l'énergie. Est-ce que ce que je viens de dire pour l'instant, ça vous semble à peu près clair? C'est bon? On continue? Allez. Donc, le processus de la fission, c'est assez simple. On a besoin d'un noyau bien lourd. Un gros noyau avec plein de protons et plein de neutrons. Et ce noyau, celui qui nous sert pour la fission, c'est l'uranium 235. On s'en fout du 235, pardon. On s'en fout du 235, c'est l'uranium qui nous intéresse. Et donc l'uranium, il va recevoir un neutron et il va l'absorber. Ça, c'est la première étape. Une fois que c'est fait, le noyau, il devient instable. On vient de lui rajouter un truc. Donc lui, rajoute un truc, il a... Ah, comment je vais faire? Je veux être stable. Je fais bien l'atome. Hein. Et bien, pour ce faire, il va se casser en deux pour créer 2 plus petits noyaux. C'est-à-dire que les protons et les neutrons, ça formait une grosse boule. Maintenant, ça fait 2 petites boules. Et ça libère de l'énergie et surtout 2 à 3 neutrons. Évidemment, l'énergie, elle va nous servir après. Et l'énergie, elle vient d'où? Elle vient de la masse. Parce que quand je regarde avant ma fission et que je pèse ce qu'il y avait avant la fission, quand je regarde ce qu'il y avait après, j'ai perdu de la masse. J'ai perdu de la masse, donc j'ai créé, si vous voulez, de l'énergie. Donc le fait de fissionner fait perdre de la masse, et grâce à la formule E égale MC2, je sais quelle énergie j'ai libérée grâce à ma fission. Et donc cette énergie, parce que tout est une question d'énergie, ça va être le principe de la réaction en chaîne. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on libérait 2 à 3 neutrons quand je faisais une fission. Donc on aura un neutron, un premier neutron, un neutron initial. Le premier neutron, il arrive, comme je vous ai dit, hop, on va dire qu'il collisionne, mais ce n'est pas une vraie collision, il va être absorbé par notre noyau d'uranium 235. C'est la toute première fission qui va être créée. Derrière, on arrive à la fission de l'uranium, ce que je vous ai dit, et on arrive à la libération d'énergie due à la perte de masse de mon noyau, et surtout à des neutrons secondaires, 2 à 3 neutrons en moyenne. Sauf que les 2 à 3 neutrons, eh ben, ils peuvent à leur tour continuer à faire des fissions. Ils vont taper d'autres noyaux d'uranium 235 qui vont chacun libérer 2 à 3 neutrons. Donc, on voit que ça va devenir exponentiel. Un neutron en crée 3 neutrons font 3 fissions qui en créeront 9, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf que vous vous doutez bien, c'est pas ce qu'on veut dans un réacteur nucléaire. Donc, quand on contrôle la fission, c'est de l'énergie qui va nous servir, c'est de l'énergie qu'on dit utile. Par contre, si c'est pas contrôlé, bah, c'est une bombe, ça va exploser. Comprenez bien que de l'énergie qui crée de l'énergie, qui crée de l'énergie, qui crée de l'énergie,
Ça fait une bombe. Alors, à quoi ça ressemble si je ne contrôle pas? Ça ressemble à ça. Donc là, on a des noyaux d'uranium-235. Hop, un neutron. Une fission, j'ai de l'énergie un petit peu. Sauf que j'ai libéré 2 neutrons. 2 fissions, un peu plus d'énergie. Et là, 4. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que je vous disais. Là, on se retrouve sur une réaction en chaîne non contrôlée, une chaleur qui se libère avec un risque donc de fusion du cœur, d'explosion, etc., etc. Donc, c'est dangereux, ça. C'est pour ça que dans le cœur du réacteur, on a ce qu'on appelle des barres de contrôle. Voilà, les barres bleues, là, c'est ce qu'on appelle les barres de contrôle. Et puis, on va les rentrer plus ou moins dedans le cœur. Ça va absorber plus ou moins des neutrons. Et le fait de les absorber, ça va venir mettre une moyenne de un neutron qui crée un neutron. Ma réaction en chaîne est contrôlée. Donc, mon énergie est contrôlée. Je n'ai pas de débordement d'énergie, je n'ai pas de problème. Et comme on vient de le voir là, parce que je parle trop, on peut arrêter complètement la réaction en chaîne. Quand je rentre les barres de contrôle dans le cœur, tous les neutrons sont absorbés, il n'y a plus de fission, c'est fin. D'accord? Donc vous voyez que les barres de contrôle, c'est très, très, très important. Et on va terminer sur le fonctionnement du réacteur. On vient de créer de l'eau chaude, hein, parce que nous, nos fissions, elles sont dans l'eau. Le cœur, il est dans l'eau. Ça chauffe une eau dans la cuve, et l'eau va être envoyée vers ce qu'on appelle le générateur de vapeur. Le générateur de vapeur, quand bien son nom, il génère de la vapeur. Comment? En récupérant les chaleurs des fissions. Et la vapeur, comment va nous servir? Pour créer de l'électricité. Comment c'est possible? La vapeur, elle est sous pression, comme moi. Ensuite, elle fait tourner la turbine. D'accord? Turbine qui tourne à une vitesse là, en l'occurrence dans l'exemple à 1500 tours par minute, on s'en fout. La turbine est accouplée à un alternateur. Un alternateur, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, mais un alternateur, quand il tourne, il crée de la tension électrique. Tension électrique qu'on va distribuer sur le réseau. Et vous voyez comment, à partir de noyaux d'uranium-235 et de neutrons, on est capable de créer de l'électricité. Et l'électricité qu'on a tous dans nos foyers d'ailleurs. Hein. L'électricité qu'on a à la maison, ça vient de là. Et donc, pour résumer, une centrale nucléaire, c'est une réaction en chaîne contrôlée grâce aux barres de contrôle. Je gère mon nombre de neutrons, donc mon nombre de fissions. Je crée donc de la vapeur qui va faire tourner une turbine. Puis, production d'électricité. Vous savez tous sur le nucléaire en France. Sauf que, évidemment, il va y avoir des avantages et des inconvénients. On va commencer par les avantages, parce qu'on est positif. Avantage de la fission, là on l'a vu, une énorme quantité d'énergie. Donc, on peut, avec très peu de matière, quelques grammes d'uranium, alimenter en énergie électrique une ville entière pendant quelques jours. Surtout, ça très important, ça émet très peu de CO2. Ça, c'est un fait. Même les gens qui sont contre le nucléaire ne peuvent pas aller contre ce fait. Ça émet très peu de CO2. Et c'est une technologie maintenant qui date des années 50. Donc, on a éprouvé la techno. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, que je suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura jamais d'accident nucléaire. C'est pas ça, c'est pas mon propos. Je dis juste que c'est une technologie qu'on connaît et qu'on a déjà éprouvée. Et bien sûr, fiable. Si vous regardez bien en France, il n'y a pas eu de Tchernobyl. Moi, je n'étais pas au courant. Sauf que c'est bien beau d'avoir les avantages. Mais il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est les déchets, évidemment. Est-ce que, dans vos têtes, dites-moi, pour vous, le déchet, c'est un vrai problème et il faut arrêter le nucléaire à cause de ça? Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Il y en a qui le pensent ou pas? Moi, je vous dis, et pourtant, je suis, comme je disais, je crée du contenu sur le sujet. Moi, je vous dis que le déchet, c'est un problème. Mais, c'est un problème, et le mais, je répondrai après, c'est un problème parce que la radioactivité de certains déchets c'est une radioactivité extrêmement haute. Radioactivité, si vous ne savez pas ce que ça veut dire radioactif, actif, qui fait, quand je suis actif, je fais des choses. Radio, ça veut dire rayonnement, qui fait des rayonnements. Donc là, on a des éléments avec une très haute activité qui fait énormément de rayonnement. C'est un problème. Pourquoi? Problème pour l'environnement et problème pour les humains autour. Et surtout, c'est très long dans le temps. Les déchets de haute activité, ça dure une activité très longue dans le temps.
C'est pour ça qu'il existe un stockage sécurisé. Si ça vous intéresse, j'ai fait un reportage directement à Bure. On est descendu avec ma cadreuse qui est ici, là, à 500 mètres sous terre pour voir comment vont être enfouis les déchets de haute activité. C'est vraiment, enfin, je prêche pour ma paroisse, évidemment, je prêche pour ma chaîne YouTube, mais c'est vraiment intéressant. Et surtout que c'est très ludique et accessible. Mais le problème, c'est que le stockage, il est certes sécurisé. On sait faire et on est capable de prouver qu'on va limiter la dose dans l'environnement et au niveau des hommes. Mais c'est complexe et c'est surtout coûteux. Et on sait qu'aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, le problème déchets est un premier problème, on va dire, sur la fission nucléaire. Mais il y a aussi ça, c'est de l'uranium. On n'en a pas des milliards de tonnes. Enfin, si, on en a quelques tonnes, mais ce que je veux dire, c'est qu'on en a que pour quelques centaines d'années. Alors effectivement, à notre niveau, à notre vie, des centaines d'années, on se dit, bah, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais dans 100 ou 200 ans, quand on n'en aura plus, si on n'a rien fait, bah, les générations d'après, plus pouvoir avoir leur électricité à la maison. Donc, on est sur là j'ai mis abondance, mais en tout cas, on a des réserves naturelles qui sont vraiment limitées en uranium 235. Et on doit les extraire, on doit avoir des réserves exploitables. Ça aussi, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les infos, mais c'est pas évident. Donc, on se retrouve avec problème de déchets nucléaires, problème de ressources limitées. Il y a d'autres soucis, mais là, j'ai qu'1 heure, donc on va pas faire une conférence de 4 heures sur le nucléaire. Vous comprenez bien qu'il va falloir résoudre ce problème. Il y a 2 solutions. La première est en cours en France, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est les réacteurs de 4e génération. Si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos dessus. Les réacteurs de 4e génération et évidemment, ce pourquoi je suis là, parce que c'est une intro comaque hein, quand même. Je vous ai fait une intro d'une demi-heure pour d'une heure, on est pas mal. La fusion nucléaire. La fusion nucléaire, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez complexe, de très complexe. Je vais essayer de simplifier au maximum. Et vous allez voir que tout ce que j'ai dit par avant va vous servir pour comprendre comment ça marche et comment on va les mettre dans un réacteur. Tout d'abord, la fusion, ça vient du soleil. Dans le soleil, on a de l'hydrogène qui va fusionner avec un autre atome d'hydrogène, un noyau d'hydrogène qui va fusionner avec un autre noyau d'hydrogène, et avec une chaîne de fusion, on va arriver à de l'hélium. Ok, très bien. Sauf que quand je fais une fusion, c'est comme tout à l'heure. La masse d'avant est plus forte, que la masse d'après. J'ai perdu de la masse. Donc, j'ai de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Donc la fusion, c'est vraiment important pour cette création d'énergie. Une création colossale. Et bon, ça je l'ai rajouté, mais processus naturel depuis 4,6 milliards d'années. Hein, le Soleil, il n'est pas d'hier. Hein, le Soleil, il existe depuis très très longtemps. Donc la fusion, c'est quelque chose qui existe à l'état naturel dans le Soleil. Je vous ai mis une petite animation. Vous allez voir, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer la chaîne de fusion entre les noyaux et on va rentrer dans le détail juste après. Donc en fait, on voit que là, on a un noyau d'hydrogène, un proton, parce qu'un noyau d'hydrogène, c'est un proton. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le nombre de protons qui définit l'atome dans lequel on est en notre présence. On a en notre présence. Un proton, c'est un hydrogène. Et donc, quand j'ai 2 protons, c'est 2 noyaux d'hydrogène qui fusionnent. Et ensuite, vous voyez, il y a plein de trucs, on ne va pas rentrer dans les détails, et on se retrouve avec un noyau d'hélium stable et 2 nouveaux protons, 2 nouveaux noyaux d'hydrogène. Bref. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque là sur ce qu'on vient de voir? Non? Je vous ai dit que les protons, tout à l'heure, ils avaient une charge électrique, non? Là, il y a un problème, c'est que déjà, les protons ont une charge électrique. Et je vous ai dit que tout à l'heure, c'est pas grave, les électrons viennent compenser cette charge électrique. Là, il n'y a pas d'électrons. Comment je fais pour fusionner 2 atomes alors que les électrons, c'est moins par moins, donc quand je vais les rapprocher, je ne vais pas réussir parce que mes électrons vont venir faire une sorte de barrière électromagnétique. Je ne peux pas faire ma fusion à cause de mes électrons. Non, ça vous semble? Vas-y.
C'est la deuxième étape. Mais avant, il y a autre chose. À haute température, je prends. Et la haute vitesse, on en parle après. Même si c'est lié. En fait, ce qui va se passer, c'est que... Il y a combien d'états de la matière? Bon, alors hyperfluide, on va pas en parler. Plasma. Vous connaissiez ça, ce quatrième état de la matière, le plasma? Parce que normalement, dans la vie de tous les jours, on sait, il y a solide, liquide, gazeux. Ça, c'est la vie de tous les jours, on le sait, etc. Eh bien, quand on vient chauffer beaucoup, on va avoir la création de plasma. Le plasma, qu'est-ce que c'est? Donc, je viens de le dire, c'est le quatrième état de la matière. C'est-à-dire que quand on chauffe à plus de 10 000 degrés Celsius, 10 000 Kelvin aussi, hein, mais 10 000 degrés Celsius, quand je chauffe beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mes atomes, hop, attention, je chauffe, boum! Il n'y a plus de connectage électronique. Il y a une soupe où les noyaux et les électrons sont entre eux. C'est une espèce de soupe. Le plasma, c'est une sorte de soupe où les protons, enfin les noyaux et les électrons, ne sont plus en cohésion. Donc déjà, excite le problème des électrons, juste le fait de passer en plasma. Et d'ailleurs, souvent on dit que le Soleil, c'est une boule de feu. En fait, c'est une boule de plasma. C'est du plasma à l'intérieur du Soleil. Mais, si vous comprenez bien, c'est que maintenant que j'ai éjecté les électrons, c'est bien, je peux rapprocher mes noyaux. Mais mes noyaux, ils sont chargés positivement. Donc je me retrouve à avoir le même problème. C'est-à-dire que je les rapproche, et puis ils vont s'écarter à cause de la charge identique, plus par plus. Vous avez déjà essayé de rapprocher deux aimants un peu costauds? Un peu costauds, hein, parce que on n'y arrive pas. Là, c'est pareil. Donc, on a un vrai défi sur la répulsion entre les noyaux. Comme je viens de le dire, les noyaux ont la même charge, et comme deux aimants, bon, je viens de le dire. On va passer. Alors, comment on va faire pour pouvoir le faire? Eh bien, ce que tu as dit tout à l'heure, grâce à la haute température qu'on va amener, on va donner de l'énergie cinétique. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est la température? Tiens, tant que j'y suis. Vas-y. Ouais, des atomes et des éléments. Mais effectivement, qu'est-ce qui donne la température à quelque chose? C'est le mouvement des atomes qui le composent. Plus ça va bouger, plus ça va chauffer. Et plus ça va chauffer, plus ça va bouger. Si je chauffe énormément, ça va bouger énormément. Donc, ça va avoir une forte énergie cinétique. OK? Et bien, grâce à ça, je vais pouvoir rapprocher assez mes deux noyaux pour qu'ils se collent. Vous vous rappelez tout à l'heure la force que je vous ai dit, l'interaction forte, celle qui est la plus forte de l'univers, mais qui a une très très courte portée. Et bien là, on va réussir à les rapprocher grâce à cette vitesse assez pour que l'interaction forte vienne coller les deux noyaux et donc les fusionner. Est-ce que vous savez à quelle température vont être faites les fusions dans les réacteurs du monde? Est-ce que vous savez? Un ordre d'idée? Personne? Allez, un ordre d'idée, quelque chose près. Pas 100 000? 300 000? Je prends. Qui dit mieux? Ouais, non, il ne faut pas exagérer non plus. Non, ordre d'idée? Pas loin. 150 millions de degrés. Regarde, j'ai trouvé. 150 millions de degrés dans un réacteur à fusion. Ce qui va permettre d'avoir une énergie cinétique conséquente et donc pouvoir fusionner les atomes. S'il y a des vrais connaisseurs, vous savez que ce n'est pas complètement vrai. Il y a une histoire d'effet tunnel, d'effet quantique. Je ne vais pas rentrer là-dedans. J'essaye déjà d'être simple. Il y a déjà beaucoup de choses. On va considérer que cette vitesse suffit. En vrai, il faudrait atteindre 4 milliards de degrés pour pouvoir avoir la vitesse nécessaire. Mais grâce à des effets quantiques, on arrive à l'avoir. Peu importe, oubliez ça. Imaginez qu'on monte en température, on arrive à la rapprocher, on arrive à fusionner. Plus chaud que dans le cœur du Soleil. Le cœur du Soleil, il est à 15 millions. 15 millions.
Et donc, bon, ça je l'ai dit tout à l'heure, hein, arrivé à 10 000 degrés Celsius, on atteint déjà la forme de plasma. Et nous, ce qu'on va vouloir fusionner, c'est du deutérium. Un proton, c'est de l'hydrogène, mais on a un neutron en plus. Donc ça, c'est un autre atome d'hydrogène. Et on a du tritium. Un proton, c'est toujours de l'hydrogène, mais avec 2 neutrons. Et on va les fusionner les deux ensemble pour donner de l'hélium. De l'hélium stable. Qui dit hélium stable, c'est pas de déchets. Enfin, pas de déchets au sens comme on l'entend dans la fission. Donc j'ai de l'énergie. Je viens de créer de l'énergie grâce à ma fusion. Je viens de créer de l'hélium, tranquille. Et un petit neutron là qui se balade en plus. Et ce neutron-là, d'ici quelques minutes, on va en reparler. Mais pour l'instant, la réaction de fusion grâce aux isotopes, on dit, d'accord? Les isotopes, c'est les différents noyaux. C'est-à-dire que là, je vous ai dit, un hydrogène, c'est un proton. Et là, il y a du deutérium et du tritium. C'est toujours un hydrogène avec plus de neutrons. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire dans les réacteurs à fusion. Le problème, vous doutez bien qu'à 150 millions de degrés, je ne veux pas pouvoir le mettre dans une cuve, mon plasma. Si je mets dans une cuve, enfin moi je ne connais pas de métal qui tient 150 millions de degrés. À moins que vous en connaissiez un. Donc, moi, j'en connais pas. Mais on a un avantage avec tout ce qu'on a vu depuis le début. Je vous ai dit que les noyaux, ils étaient comment? Ils étaient chargés électriquement. Donc, ils répondent bien au magnétisme. Et donc, on va voir comment on va réussir à confiner notre plasma pour pouvoir le créer, mais qui ne touche pas les parois. Vous voyez, c'était long hein, l'intro, mais au moins, on comprend où on va. Enfin, moi, je ne comprends pas tout, mais vous devez comprendre. Le défi du confinement, c'est ce que je viens d'expliquer. On va aller très vite dessus. Aucun matériau ne peut contenir le plasma au sens contenir comme une cuve d'un réacteur. Mais, et le contact avec les parois, bah, c'est destruction immédiate. La solution, c'est ce que je viens de dire. Oh, j'ai un peu d'avance. Les champs magnétiques, pour ne pas toucher le plasma, maintenir des champs magnétiques, ouais, bon, ok, et créer de l'énergie invisible. Pour ça, on va avoir besoin d'un type de réacteur spécifique. Aujourd'hui, la fusion nucléaire peut être faite par plusieurs types de réacteurs. On va voir celui qui est le plus abouti et qui donne le plus de possibilités de réussite. On va voir le tokamak. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire tokamak, c'est du russe. D'accord? Donc, ça veut dire tokamak. C'est une machine en forme de donut, mais vraiment de donut. Vous allez voir. Hein. Je vais vous montrer en forme de donut. C'est un donut. On dit que c'est un tore pour ceux qui connaissent, d'accord? Mais c'est un donut. Et dans le donut, on va mettre des champs magnétiques toroïdaux. Alors, ce que ça veut dire, le champ magnétique toroïdal, ça veut juste dire que c'est un champ magnétique en forme de donut. Mais un donutido, c'est pas ouf. Donc, toroïdo, ça fait scientifique, c'est bien. Et donc, on se retrouve avec le confinement magnétique du plasma. Vous allez me dire, c'est bien beau, c'est théorique. Je vous dis oui, c'est vrai. Mais, voilà, notre tokamak, notre donut, on va l'ouvrir en deux. Hop, et ouvert en deux. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va avoir notre plasma. Je vous expliquerai comment on va créer le plasma tout à l'heure. On va avoir notre plasma à l'intérieur. Mais avant ça, nos bobines toroïdales. C'est des gros aimants, des électroaimants, tout autour du donut, qui va créer un champ magnétique en forme de donut. Et ce champ magnétique va réussir à contenir le plasma pour qu'il ne touche pas les parois. On va le voir juste après. Là, on voit le champ magnétique, c'est en bleu. Et bien, on voit notre plasma qui va tourner tout autour et qui touchera jamais les plasmas, qui touchera jamais les parois. D'accord? Donc là, en gros, on est à 150 millions de degrés au milieu, puis on a 30 degrés là. C'est fou, hein? Imaginez-vous que là, c'est pas de la théorie, hein, ça marche déjà. Ça, on le fait déjà. Sauf que on le fait où? Est-ce que quelqu'un sait où est-ce qu'on le fait? ITER, exactement. C'est beau. Presque calculé. Ah oui, c'est ça. Donc, j'ai mis en sous-titre le projet le plus ambitieux jamais entrepris. Je pense très sincèrement le sous-titre que j'ai écrit.
on est sur, vous l'avez vu, 150 millions de degrés déjà. Donc, degrés Celsius. Je vais engueuler, moi, sur YouTube, quand je vais mettre la conférence, si je ne lis pas les... donc, le projet ITER. Déjà, est-ce que quelqu'un sait pourquoi on l'appelle ITER? Non? Personne? C'est normal, c'est de l'anglais. Vous allez voir. Vous êtes prêts pour l'anglais fluent? Ça veut dire International Thermonuclear Experimental Reactor. Donc le réacteur thermonucléaire expérimental international, c'est mieux en français, c'est plus facile à dire. Et celui-là, il est là que pour montrer qu'on est capable de faire la fusion. Ce n'est pas un réacteur qui va produire de l'électricité comme on l'a vu tout à l'heure. Je vous expliquerai comment on produit l'électricité. Mais lui, il n'est pas prévu pour l'instant. Eh merde, bon bah c'est pas grave. C'est une collaboration mondiale. On n'est pas juste nous tout seuls les Français dessus. On voit Union européenne, USA, Chine, Japon, Russie, Inde et Corée dans un projet de recherche sans précédent. Projet de recherche qui a déjà commencé. Et avec un objectif de produire plus d'énergie que consommée. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas faire. Pour l'instant, la création de plasma demande une énergie tellement importante que l'énergie produite, enfin une énergie qu'on pourrait produire, est plus faible que celle qu'on utilise. Donc vous vous doutez bien qu'un rendement négatif, pour l'instant, c'est pas ouf. Bon, on a vu comment on confinait, on a vu ITER. ITER, si vous ne savez pas, c'est dans le sud de la France, à Cadarache. C'est en France. Le truc, c'est qu'on a vu comment confiner le plasma. Mais moi, je vous ai pas expliqué comment on passe de 20 degrés à 150 millions. Parce que c'est quand même... il y a un delta quand même. C'est pas j'allume ma casserole, j'arrive à 100 degrés. Là, on est à 150 millions. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle un solénoïde. On s'en fout, c'est un électroaimant. C'est un électroaimant d'une puissance inimaginable. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est un électroaimant de fou. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est que cet électroaimant a besoin d'une alimentation électrique tellement élevée. Si on était sur un bobinage comme sur vos moteurs électriques, ça ferait tout fondre. D'accord? Donc, on est obligé d'avoir des supraconducteurs. Donc, supraconducteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire haute intensité, mais très peu de résistance. D'accord? Pour avoir très peu de chauffage. Et pour que l'élément devienne supraconducteur, écoutez bien, il faut le refroidir à moins 273 degrés Celsius. Donc, à 0,15 degrés du zéro absolu. Donc, imaginez-vous l'énergie qu'il faut juste pour passer en supraconducteur. Juste ça. Et donc, ce solénoïde-là, il va créer un champ magnétique à l'intérieur de mon tokamak, à l'intérieur de mon donut. Et je vais vous expliquer après, vous allez voir, ça a énormément d'importance. Ensuite, micro-ondes. On c'est pas celui de chez vous, évidemment. On va envoyer des micro-ondes pour chauffer. Et ensuite, on injecte des particules. Parce que quand j'ai fait fusionner mes noyaux, après, j'ai plus de noyaux à fusionner. Donc, je suis obligé de réinjecter des noyaux. Allez, je vous explique ça avec une petite animation. Ça, c'est ITER. C'est le vrai ITER. On voit nos aimants. Donc ça, ok, aimant colloïdal. Et là, les aimants toroïdaux. On s'en fout. Le solénoïde. Qu'est-ce qui va être important de comprendre? Le solénoïde va créer un champ magnétique à l'intérieur, là. Là, d'accord, dans notre donut. Là, ça va agir comme vos casseroles à induction. Un champ magnétique va créer un courant dans le plasma. D'accord? Un courant électrique. Le plasma a une résistance électrique. Donc, ça va chauffer tout seul. Et juste avec le solénoïde central, je monte à 15 millions de degrés. Juste avec le champ magnétique de la bobine du milieu. 15 millions. Ça vous va? 15 millions de degrés. Et ensuite, on reprend mon donut. Les micro-ondes. Les micro-ondes pour chauffer de 15 millions à 150 millions. 150 millions de degrés. Une fois que c'est parti, j'envoie du tritium et du deutérium, donc les noyaux dont j'ai besoin. Je les injecte et je crée des fusions. Je crée des fusions. Ça, nous venons de faire un réacteur à fusion.
C'est déjà le cas à ITER et sur les autres tokamaks. Ça, on sait faire. On ne sait pas le maintenir assez longtemps, comme je vous disais, pour avoir un rendement positif, mais on sait faire. Maintenant, on s'arrête là, ITER est terminé. C'est-à-dire que ITER, dans quelques années, quand ITER sera capable de maintenir un plasma et capable de dire, bah regardez, on est capable de maîtriser la fusion, il va falloir attaquer la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est créer de l'électricité grâce à la fusion. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment je vais pouvoir créer de l'électricité avec de la fusion? Vas-y. Ouais, pas mal. Parce que là, on pourrait se dire, bah, j'ai 150 millions de degrés, c'est pas dur. Hein. Je mets de l'eau, ça chauffe, ça fait de la vapeur, et puis on y va. Bah non. 150 millions de degrés, tu mets de l'eau, ça va être rigolo. Hein. Donc, ouais, tu mets une turbine dans le donut. Allez, à 150 millions de degrés, on va être bien. Bah non. En fait, ce qui va se passer, c'est que la fusion qui va produire de la chaleur ne sert qu'à entretenir la chaleur de la fusion. D'accord? C'est-à-dire que l'énergie qui va être développée par la fusion va ne faire qu'entretenir cette réaction de fusion. Et donc là, on va arriver, exactement comme tu l'as dit, le neutron libéré, lui, il est neutre, pas de charge. Donc lui, il n'est pas confiné magnétiquement. Le neutron, il va partir, bam, dans la paroi. La vie des neutrons, il n'y en aura pas qu'un, il va y en avoir plein. Donc il y a plein de neutrons qui vont taper les parois du donut. Bah, qu'est-ce que va faire la paroi? Elle va chauffer. Ah, forcément, j'ai une interaction. Hein. Si je vous mets une baffe, ça va chauffer la joue. Hein. Bah, c'est pareil. Moi, je vous mettrai pas de baffe, hein, vous en faites pas. Mais ça va chauffer dur. Ça va chauffer dur. Et ben, il suffit quoi de faire passer un circuit d'eau dans le donut, à l'intérieur du métal du donut, et on se retrouve avec ce petit circuit d'eau là. Hop, un générateur de vapeur. Mon eau, elle est liquide à température. Elle est chauffée par les neutrons qui viennent percuter la paroi. Hop, ça fait de la vapeur. On fait tourner une turbine, on fait de l'électricité. D'accord? Et là, on voit que notre tokamak, il y a les aimants, le solénoïde central, les éléments colloïdaux, là, les aimants colloïdaux et les éléments toroïdaux. On a ici, c'est la génération de courant de chauffage ici. Là, il y a les micro-ondes et là, il y a l'injection de thérium et de tritium. Voilà. Ça, c'est l'avenir. Pas l'avenir proche, hein, mais c'est l'avenir. Je vais terminer par un petit bilan et les perspectives à venir, évidemment. Les avantages de la fusion, vous l'avez compris. Énergie disponible longtemps. J'ai mis longtemps, pas pendant des centaines de millions d'années. Mais je vous ai dit que c'était des isotopes de l'hydrogène. L'hydrogène, je rappelle, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Ok? Maintenant, le deutérium, on sait le produire. C'est assez facile. Le tritium, c'est un peu plus compliqué. Il y a des choses qui sont envisagées, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, on va avoir l'énergie disponible. Reste quand même à savoir comment on va réussir à produire assez de tritium pour pouvoir maintenir la fusion. Bon, alors tout à l'heure, je vous ai dit que la fission nucléaire, c'est ce qu'on utilise dans nos réacteurs en France. C'est pas beaucoup d'émissions de CO2. Voilà, c'est zéro. Hein. Je veux dire, il n'y a rien. Il n'y a pas de tour réfrigérante, il n'y a pas de vapeur de craie vers l'atmosphère. Zéro. Et des déchets nucléaires minimes. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, ça crée de l'hélium et du neutron. D'accord? Vous pouvez me dire, bah non, il n'y a pas de déchets. Zéro. Bah si, il y en aura un quand même. Parce que je vous ai dit que les neutrons venaient taper la paroi. Et donc, c'est ce qu'on appelle activer la matière. C'est-à-dire qu'on va rendre radioactifs des éléments qui étaient stables à cause de ces neutrons. Donc, les parois vont être radioactives. Il va quand même y avoir du déchet. Mais moins. Et surtout, avec des radioactivités un peu plus faibles. Et moins longues dans le temps. Les défis restants, bah, je pense que même si j'essaie de vulgariser au plus possible, la technologie, c'est pas dans ton salon que tu vas faire un réacteur à fusion. L'investissement, il est massif. On en revient à la même chose que la fission tout à l'heure, le pognon.
Et le délai de commercialisation, je n'en parle même pas, on n'y est pas du tout. On n'est même pas encore aux prémices, donc la commercialisation sera pour tout de suite. Comment je vais finaliser ça? Tout simplement par vous dire que aujourd'hui, la fission alimente le monde moderne, on va dire. En tout cas, la France moderne, ça c'est sûr. On a 58 réacteurs à fission en France, des réacteurs à eau pressurisée. Donc aujourd'hui, c'est la fission, avec tout ce que je vous ai dit auparavant. Demain, la fusion pourrait révolutionner l'énergie mondiale. Et je pèse mes mots, j'en suis intimement convaincu. Et quand je dis demain, c'est pas en 2027. On est plus sur du 2050, 2100. Mais demain quand même. Et pour terminer cette présentation, et je devrais avoir 10 minutes de questions si vous en avez, est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble réellement un plasma? Parce que je vous l'ai dit, dans ITER, on arrive à faire des plasmas et ITER n'est pas le seul tokamak. Et d'ailleurs, la vidéo que j'ai n'est pas de ITER, elle est de Compass, mais peu importe. Voilà à quoi ressemble un plasma. On reconnaît le solénoïde central au milieu, la forme de donut, et là au milieu, c'est des fusions à 150 millions de degrés. Et donc je terminerai par vous dire que la vraie question, c'est pas si ça va marcher, puisque je vous prouve que ça marche. Je vous montre que ça, je vous prouve pas, je vous montre que ça marche. Mais quand je vais pouvoir produire de l'électricité grâce à ça? Le futur de l'énergie commence maintenant. Moi, je voulais faire un truc un peu